Et bien maintenant, regardons de plus près le bilan comptable. Dans un deuxième temps, nous nous intéresserons à ce qu'il peut nous apprendre. Le bilan comptable, c'est jamais qu'un document qui décrit la situation patrimoniale d'une entreprise à une date donnée. En fait, il s'agit d'un tableau. Et rien que d'un tableau. Sur la partie gauche, ce que l'on appelle l'actif, on va retrouver le patrimoine que l'entreprise a pu se constituer au fil des ans. Sur la partie droite de ce même tableau, on va retrouver les ressources qu'elle a également pu utiliser au fil du temps pour se constituer ce même patrimoine. Rentrons un peu plus dans les détails. Intéressons-nous tout d'abord à cette partie gauche qui est l'actif. Cet actif, eh bien, de grandes zones peuvent être repérées assez vite. Tout d'abord, il y a une première partie que l'on appelle l'actif immobilisé, c'est-à-dire la partie du patrimoine qui, par nature, va rester longtemps dans l'entreprise. On va trouver ainsi des éléments que l'on appelle des immobilisations, c'est-à-dire qui va immobiliser des capitaux pour une période assez importante. On va trouver trois grandes familles d'immobilisation. Les immobilisations incorporelles, c'est-à-dire celles qui ne sont pas concrètement tangibles, matérielles. Ce peut être des brevets, des licences que l'entreprise va pouvoir utiliser. C'est aussi son fonds de commerce. On a un deuxième type d'immobilisation, les plus évidentes, celles qu'on appelle les immobilisations corporelles, celles qui, pour le coup, ont une dimension matérielle. Ça peut être des bâtiments, ça peut être des terrains, des véhicules, du matériel de production. Et puis enfin, une troisième famille, ce sont les immobilisations financières. Celles qui permettent à l'entreprise, par exemple, de prendre des participations dans le capital d'autres sociétés, c'est-à-dire qui lui permet d'influencer la gestion, la stratégie de ces sociétés-là. Mais ça peut être aussi des investissements non pas dans une logique industrielle, mais simplement parce qu'on va rester dans le capital d'une entreprise plutôt assez longtemps, simplement pour des questions d'investissement et de rentabilité. Ensuite, deuxième zone, c'est la zone dite de l'actif circulant, c'est-à-dire du patrimoine qui par nature est renouvelé beaucoup plus rapidement que la famille précédente. On va ici avoir dans cette zone-là des éléments tels que les stocks qui vont être présents plusieurs mois peut-être dans l'entreprise. Et puis plus on va descendre dans cette catégorie, plus on va avoir des éléments qui se renouvellent vite. On trouvera ainsi des créances, soit des créances d'exploitation, celles qui sont en lien direct avec le métier, soit des créances hors exploitation, celles qui n'ont pas de lien direct, mais des éléments que l'on nous doit, que l'on va espérer renouveler plutôt assez vite. Un peu plus bas, on va retrouver les valeurs mobilières de placement, c'est-à-dire des titres financiers que l'entreprise va posséder pour une durée plutôt assez courte, souvent pour des raisons de spéculation, de rentabilité immédiate. Et puis enfin, on va trouver les disponibilités, c'est-à-dire l'argent quasi disponible immédiatement. Ça peut être l'argent d'une caisse, ça peut être l'argent déposé sur un compte bancaire. Et puis enfin, une toute petite catégorie sur le bas, compte de régularisation, on sera amené à en parler un peu plus tard. Ce sont quelques éléments qui permettent de rectifier l'actif ou le passif de l'entreprise. Parce que l'objectif, vous l'avez bien compris, c'est que la totalité du patrimoine que l'on possède est d'un montant identique au total des ressources qui ont permis de l'acquérir. Et quelquefois, des événements font que ces deux parties du tableau ne vont pas être égales. Maintenant, intéressons-nous à l'autre partie du tableau, le passif, c'est-à-dire les ressources que l'on a pu utiliser. Ce passif, là aussi, il y a plusieurs catégories. Tout d'abord, tout en haut, on retrouve les capitaux propres, c'est-à-dire ce qui appartient en propre aux associés. On va trouver le capital qu'ils ont amené à l'entreprise, les éléments qui le modifient, on verra ça plus tard, mais des primes d'émission par exemple. On va retrouver également le résultat de l'exercice qui vient de se terminer, ainsi que ce qui a été mis en réserve, c'est-à-dire la part des résultats des années précédentes que l'entreprise a conservé pour son développement. Et puis également une petite partie qu'on appelle les
provisions réglementées, c'est-à-dire des éléments qui sont des provisions qui ont été créées pour des éléments très particuliers, très réglementés, et qui retourneront au bout de quelques années dans le compte de résultat. Il y aura reprise. Donc si ça revient dans le compte de résultat sous forme de produit, ça augmentera le résultat de ces mêmes années. Et ça appartient aux associés. Juste en dessous, on retrouve une catégorie qu'on appelle les autres fonds propres. C'est-à-dire des éléments qui ne sont plus de la même nature que le capital, par exemple, mais qui, pour des raisons légales, vont pouvoir être assimilés à ce même capital. La durée, là également, est très très longue en termes de conservation. C'est généralement pour une durée très proche de la durée de vie de l'entreprise. On trouvera ainsi des titres participatifs, des choses un peu étranges, hybrides, créées spécialement pour des sociétés telles que des coopératives ou des entreprises nationalisées pour lesquelles l'augmentation de capital ne peut pas se faire vis-à-vis d'un public extérieur. Et donc là, on est face à des titres qui sont très très proches de titres d'emprunt, mais avec une caractéristique qui est celle de l'usage de l'action, rémunération sur les bénéfices, mais pas de droit de vote. C'est aussi des avances conditionnées. Là aussi, cela concerne les marchés publics. La part du chiffre d'affaires que vous réalisez sur un marché public qui peut vous être versé avant même que vous soyez passé à l'action. C'est-à-dire en fait c'est déjà quelque part un chiffre d'affaires reçu en avance et qui correspond à une dette que vous avez vis-à-vis de cette administration, mais on sait très bien que cela, une fois que le travail sera réalisé, vous appartiendra. Donc c'est quasiment comme si c'était déjà partie prenante de la partie des capitaux propres. En dessous, on va trouver les provisions pour risques et charges. C'est-à-dire en fait tous ces événements un peu perturbants qui vont du procès à la charge imprévue, etc. Puis enfin, la partie importante qui est celle des dettes, avec plusieurs types de dettes. Des dettes financières, qu'elles soient bancaires ou des emprunts type obligataire. On est là sur des dettes qui a priori sont d'une durée plutôt importante, c'est pour ça qu'on les trouve, vous voyez, sur la partie haute de l'ensemble des dettes, dans une idée très très proche de ce que peuvent être les capitaux propres et les autres fonds propres. Et puis on trouvera éventuellement les seuls créditeurs de banque, c'est-à-dire les comptes bancaires pour lesquels l'entreprise est à découvert. Ensuite, on a deux petites lignes, les dettes d'exploitation, c'est-à-dire les dettes que l'on a vis-à-vis de nos fournisseurs, de matières premières, d'énergie, etc. Et puis les dettes sociales et fiscales, ce que l'on doit aux organismes sociaux quand c'est lié à nos salariés, ou au fisc lorsque c'est lié à un impôt, par exemple lié à la TVA. Et puis enfin des dettes dites hors exploitation, celles qui ne sont plus en lien direct avec notre métier. Par exemple le paiement de l'impôt sur les bénéfices qui n'a pas encore été effectué, ou des dettes de toute autre nature qui ne sont pas dans le cadre de notre métier. Et puis enfin, de nouveau, une petite catégorie de dettes de comptes de régularisation, c'est-à-dire là aussi retrouver l'égalité entre le total de l'actif et le total du passif. Vous vous souvenez certainement, on avait regardé juste dans le chapitre précédent le compte de résultat. Quels sont les liens entre ces deux comptes, puisque le bilan, c'est jamais que le patrimoine constitué au fil des ans, alors que le compte de résultat, eh bien, c'est le bénéfice ou la perte réalisée dans un cadre restreint qui est celui de l'année, en confrontant les produits et les charges qui sont apparus durant cette période. Eh bien, il y a des liens multiples, je vais vous en donner quelques-uns, je ne donne pas la totalité, mais il y a déjà quelque chose qui est assez évident. Il y a des allers-retours entre ces deux documents. Déjà, par exemple, que ce soit au niveau des immobilisations ou que ce soit au niveau des créances d'exploitation, eh bien on va avoir des amortissements qui se font, on amortit un matériel, on amortit un bâtiment, et on peut avoir aussi des provisions, simplement parce que nos créances d'exploitation, par exemple, on a une dépréciation d'une créance client, une perte de valeur, ou une dépréciation de stock. Ça nous donne des dotations aux amortissements et provisions. Ça c'est au niveau annuel. Au bilan, on retrouvera le cumul de plusieurs années de dotation. Et puis on se souvient qu'il y a également des reprises.
ça c'est le mouvement en sens inverse. Lorsqu'il y a des reprises sur provision, eh bien ça revient au compte de bilan en diminuant la colonne concernée. De la même manière, on va retrouver des dotations aux amortissements et provisions dans le domaine financier. Ça vient des immobilisations financières. Et on retrouvera des reprises sur provisions relatives aussi à ces éléments financiers. On a vu qu'il y avait également des provisions pour risque, pour charge. Eh bien là, on sera plutôt dans le domaine des dotations aux amortissements et provisions à caractère exceptionnel, comme il y aura des reprises également sur provision exceptionnelle. Voilà, tout ce qui peut être amorti et provisionné, vous avez entre guillemets un stock qui apparaît au niveau du bilan, et vous avez le flux qui lui concerne le compte de résultat. D'autres interactions entre nos documents. Par exemple, on a un certain nombre de charges, d'achats, décaissables au compte de résultat. Et lorsque ceux-ci ne sont pas encore décaissés dans le cadre de l'année, ça nous donnera des créances d'exploitation ou hors exploitation. De la même manière, on peut avoir des produits encaissables au sein du compte de résultat. Et lorsque ces éléments n'ont pas été encaissés durant l'exercice, eh bien, cela signifie que l'on va avoir des dettes qui apparaîtront d'exploitation ou hors exploitation en fonction du produit concerné. Et puis, j'en passe parce qu'il y en a encore pas mal d'autres, notamment des liens avec la disponibilité, puisque dès que vous avez un produit de l'année qui est encaissé, il va rejoindre vos disponibilités. Lorsque vous avez un achat, une charge de l'année qui est réglée dans l'année, ça vient diminuer vos disponibilités. Le lien important aussi entre ces deux documents, eh bien, c'est le résultat. Quand on a rapproché tous les produits, toutes les charges, on a soit un bénéfice, soit une perte pour l'année, qu'on va retrouver sur la partie haute du bilan dans le passif. On reporte le résultat de l'exercice. Ce qui veut dire que si je résume un tout petit peu la chose de manière synthétique, si je prends tous les produits de l'année moins toutes les charges de l'année, j'obtiens mon résultat, bénéfice ou perte. D'une autre manière, si je prends l'intégralité du patrimoine dont dispose l'entreprise à la fin de l'année, auquel je retranche toutes les autres ressources qui figurent au passif à cette même fin d'année, la différence me donne le même résultat que celui du compte de résultat. Voilà pour un peu ce tour d'horizon de lien entre ces deux documents. Je vous ai présenté ici le compte de bilan qui est ce qu'on appelle sous la forme des IFRS. D'autres présentations peuvent apparaître, par exemple US-GAAP. Je vous présente très rapidement le bilan US-GAAP. Et bien en fait, vous avez simplement celui-ci qui est mis tête bêche par rapport à celui qu'on a vu précédemment. C'est-à-dire qu'au sommet de l'actif, vous allez trouver tout ce que nous on appelle le circulant, ce qui est appelé ici les actifs courants, ce qui n'est pas par nature durable au sein de l'entreprise. Et sur la partie basse du bilan, on va trouver ce qu'on appelle l'actif non courant, c'est-à-dire les éléments immobilisés. Même chose du côté du passif. Plus on est sur le haut du passif dans l'US-GAAP, plus on est face à quelque chose qui n'a pas vocation par nature à rester durablement et se renouvelle donc rapidement. Et plus on va descendre, plus on va être sur des ressources qui elles vont rester durablement par nature dans le compte de bilan. Merci de votre attention.